Concentré sur le débat, je vous dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais un con d'aider. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Savardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous. Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. On continue nos petits focus de Ligue 1. Et ouais, peu à peu, on se rapproche même de la moitié de nos petits focus. Et oui, et donc après Auxerre, après Le Mans, après Nice, après Troyes, après Le Havre, après Angers et après Brest, c'est l'heure de parler du Paris FC, les copains. Paris FC. Bon, et puis on va se poser la question, alors là, c'est peut-être pas forcément de maintien dont il va être question, c'est limite, est-ce que le Paris FC, ça peut aller titiller les places en Coupe d'Europe, donc le premier tiers du tableau. Est-ce que je vois un petit peu loin pour le Paris FC, ou est-ce que c'est un objectif réalisable? On n'a pas posé la question du maintien, parce que voilà, on va évacuer ça tout de suite. L'année dernière, ça pouvait s'entendre, étant donné que le Paris FC était promu. Là, cet été, on est quand même sur une autre phase de projet, donc j'ai plutôt tendance à vous dire direct, c'est pas le maintien. Donc, comme d'habitude, par contre, les copains, on y va, hein, vous commentez, vous likez, vous partagez, vous faites comme Schweppes Tony Citron qui est déjà sur le chat et qui dit bonsoir tout le monde, salut à toi mon copain. Et puis si vous découvrez la chaîne, allez-y comme d'habitude, je sais ce que je dis à tous les nouveaux, n'hésitez pas, commentez, likez, partagez vous aussi, envoyez des petits pouces et puis abonnez-vous, vous allez voir, c'est du contenu foot, on est très bonne ambiance, on parle ballon, on parle tactique, on parle mental, on parle foot, quoi, en fait. On parle foot ici et plusieurs fois par jour. Donc, allez-y, on a besoin de vous pour continuer de grandir. Bon, les copains. La question, elle est simple. Pour le Paris FC, comme j'ai dit, on va pas parler forcément de maintien, même peut-être un peu plus haut que le top 10. Je pose la question. Est-ce que le Paris FC, ça peut viser décemment, quand je dis viser, c'est réellement une qualification en Coupe d'Europe. Donc, rappelle que pour se retrouver en Coupe d'Europe, ça peut aller jusqu'à la 7e place. Selon les saisons et selon comment ça se goupille, la 7e place peut être qualificative en Coupe d'Europe. Donc, est-ce que là, cette saison, le Paris FC, ça peut espérer être dans ce premier tiers et donc réaliser, je sais pas, parce que c'est un club historique, plus ancien que le Paris Saint-Germain, faut jamais l'oublier. Le club le plus ancien de Paris, en tout cas, c'est le Paris FC, c'est pas le PSG. Mais depuis l'histoire récente et moderne, très clairement, ça serait la meilleure saison de l'histoire, de l'histoire récente du Paris FC. Voilà. Maintenant, après, avant-guerre possible que ce club-là ou même un petit peu après ait continué à performer. Mais voilà, depuis qu'on suit le foot, les copains, on va pas se mentir, si là, je vous dis que le Paris FC, ça termine 7-8e,
Et forcément me dire que c'est la meilleure saison et vous avez jamais vu ça, moi non plus. Et même malgré mon grand âge, j'ai jamais vu ça. Donc, est-ce que ça peut viser ça? J'ai envie de vous dire que oui sur certains points, non pour d'autres. Et on va affiner un petit peu ça et je vais vous donner à la fin mon classement pour le Paris FC. Si on affine un petit peu ça, on peut forcément se dire, on s'appuie un petit peu sur les stats, on peut s'appuyer sur un fait, c'est que le Paris FC, je le dis pour tous les clubs dans ces petits focus, le Paris FC c'est 120 millions d'euros de budget. Alors, je vous apprends rien, hein. On sait très bien, la famille Arnaud est à la tête du Paris FC maintenant depuis plusieurs saisons. Mais la réalité, c'est que ça se sent direct. Je vous rappelle, hein, pour ceux qui n'étaient pas là, pour les anciens, pour les autres petits focus, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Petit instant pour vous. Les budgets, on a 25 millions pour Le Mans, on a 28 millions pour Le Havre, on a 35 millions ou 30 millions, je crois, pour Angers. On est très très loin de ces sphères-là. Donc c'est aussi pour ça déjà directement qu'on est obligé de poser la question si ça peut se qualifier pour une Coupe d'Europe. En tout cas, ça peut viser déjà dans un premier temps, et après, est-ce que ça peut se qualifier pour une Coupe d'Europe? Parce que de l'oseille, il y en a en fait. Alors bien sûr, tout n'est pas qu'une histoire d'oseille, parce que sinon, en gros, je le dis à chaque fois, on ferait un classement des budgets et puis ça serait vite vu pour arriver à déterminer qui va finir premier, même si, petit spoil, le premier, je pense que vous vous doutez un tout petit peu de qui on va mettre, mais la réalité, c'est que c'est pas que le budget qui te fait être performant et compétitif. Dieu merci, le foot, c'est pas que ça non plus. Il y a aussi le terrain, l'incertitude du sport et tout un tas de poncifs que je pourrais rajouter, mais qui s'appliquent à ça. Donc, les 120 millions de budget du Paris FC, pas de problème. C'est un vrai plus parce que quoi? Parce que ça te donne une latitude, par exemple sur les transferts, ce que tu ne peux pas avoir dans 80% du reste des équipes de Ligue 1. Donc, c'est pas rien de pouvoir avoir cette surface financière te permettant, par exemple même, là on est le 17 août quand on enregistre cette vidéo, mais peut-être d'avoir une ou deux recrues supplémentaires pour la fin du mercato. Et ça, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de clubs, on a parlé tout à l'heure de Brest, qui est dépendant de ses fins de contrat dans un an et qui va devoir peut-être se triturer la tête pour savoir comment ils vont aligner en 11. Là, le Paris FC, on n'est pas là-dessus. Déjà, donc ça peut déjà nous aider pour la fameuse question de la qualification pour une Coupe d'Europe. Ils ont déjà une surface financière beaucoup plus élevée que tout un tas d'autres clubs. Et en plus, je me trompe, parce que je vous dis depuis tout à l'heure 120 millions, c'est 130 millions. 130 millions le budget du Paris FC. Donc pas rien du tout. Schwab Sony Citron qui nous dit le Paris FC, pour moi, c'est top 10, pas plus. 120 millions, mais ça ne fait que compenser le manque moyen précédent du club. Le budget réel, c'est plus 30-40 millions. Compare les 120 millions de Rennes et du Paris FC, ça n'a rien à voir. Amine DZ qui nous dit bonsoir. Bonsoir mon copain. Alors, t'as raison. Maintenant, la réalité, c'est que quand on parle aussi de budget conséquent comme ça, en tout cas à l'échelle de la Ligue 1, ça veut dire que tu peux, c'est un peu ce que j'essayais d'expliquer, tu as plus de latitude. Donc peut-être que oui, dans les faits, on parle peut-être d'une enveloppe qui est moins forte, mais n'empêche que tu peux surenchérir sur certains dossiers. Et c'est ça la réalité. C'est que par exemple, là maintenant, 80% des clubs de Ligue 1 ne peuvent pas surenchérir sur des deals qui sont en passe d'être faits. Là où le Paris FC peut passer, glisser une tête et dire nous on peut faire une exception. On peut faire un plus. Et même pour une indemnité de transfert, je te le dis, c'est pas interdit du tout que le Paris FC, d'ici la fin du mercato, fasse encore un ou deux coups. Je te dis pas encore une fois des top players parce que ça coûte cher et ça vient pas en Ligue 1 juste pour jouer en Ligue 1, mais n'empêche que ça peut te permettre aussi sur certains dossiers, je le dis, d'avoir plus de latitude et donc de pouvoir évoluer plus librement en fait que sur d'autres où tu vas être beaucoup plus limité, d'autres clubs je parle, où tu vas être beaucoup plus limité, ou alors tu vas être soumis à, il faut qu'il y ait un départ avant de pouvoir accueillir le joueur. C'est vraiment compliqué. Là, dans cet océan un petit peu
de dèche, le Paris FC, ils sont là. Schwabs qui nous dit certes, mais le Paris FC n'est rien pour l'instant. Il galère à faire venir des gros coups pour l'instant. La plupart, c'est soit des espoirs déchus, soit des joueurs qui ont pas mieux comme offre. Alors, on va y revenir. T'as raison, hein. T'as raison. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de joueurs vraiment emblématiques et pas en fin de carrière, parce qu'il y a eu un Ciro Immobilier, par exemple, qui était là. Mais bon, déjà, il a arrêté. Mais en plus, il était en fin de carrière. Donc oui, il n'y a pas le joueur, le top player, comme je disais tout à l'heure, qui a pu réussir à venir. Maintenant, il faut voir aussi, hein, avant qu'on détaille un petit peu les départs et les arrivées, il faut voir aussi que jouer la Ligue 1 en 2025, 2026-2027, pour tout un tas de joueurs, s'il n'y a pas de Coupe d'Europe à la clé, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, ils ont un avantage pour eux, et on va en parler à plusieurs reprises, je pense, pendant le débat, c'est qu'ils ont une attractivité de par la situation du club. Parce que les Arnaud, président du club, et surtout, tu ajoutes le prestige d'une ville comme Paris. Donc pour certains joueurs, ok, c'est pas le PSG, bien sûr. Par contre, le prestige de Paris et la ville de Paris, c'est pas réservé qu'aux joueurs du Paris Saint-Germain. C'est aussi réservé, ça peut être réservé aux joueurs du Paris Football Club. Donc ça aussi, cette attractivité, tu me parles d'un Rennes, l'attractivité d'une ville comme Paris, ça sera jamais en commune mesure avec un club comme Rennes. Ok, qui sportivement aussi peut te payer des salaires importants pour certaines exceptions, pas de problème. Mais par contre, sur la ville, désolé mon copain, je sais que t'es breton, mais la ville de Paris et la ville de Rennes, ça va pas être la même chose. Donc c'est là aussi que peut se faire aussi la différence sur le budget. Mais bon, on revient un peu plus sur les arrivées et les départs. En départ, on a Jebels qui est parti à Lecce. Bon, Jebels qui avait fait pas une mauvaise saison, j'étais pas extrêmement hype sur lui au début à son recrutement, mais force est de constater que ça n'a pas été si mauvais que ça. Mais en tout cas, il part. Cafaro, lui qui était en fin de contrat, part à Nantes pour la mission remontée. On a Doucet qui est parti à Guimarães. On a Jérémy Lopez, le frère de, qui est parti à Cannes pour essayer de tenter une improbable montée en Ligue 2 pour l'AS Cannes. On a Gori qui est parti. On a Touraine qui est parti à Pau. On a Kolodziejczak qui était en fin de contrat. Bon, voilà. On a Alacouche qui était aussi en fin de contrat. Gay, Hamel, Rémi Rioux, Mounetti, reparti en prêt à Wolverhampton, et Oku. Donc on a quand même une partie de joueurs, hein. Mais dans ces joueurs-là, je vous le dis, il n'y a pas que des joueurs, des joueurs emblématiques, hein. Ok, hein, Jérémy Lopez a pu aider. Maintenant, Jebels, c'est sur une saison. Doucet, je sais pas, voilà, c'était pas mauvais, mais pas dingue non plus. Et puis après, Touraine, Kolodziejczak, Alacouche, Gay, Hamel, Rioux, Oku. Bon, peut-être que Mounetti, il avait fait du bien sur la fin de saison, mais à voir. J'ai dit quoi? Tu me dis Amine Lopez, Amine DZ, tu me dis Julien Lopez. J'ai dit Jérémy Lopez? Ah ouais, non, pardon, vraiment. Julien Lopez, t'as raison, mon copain. Et en termes d'arrivée, c'est là aussi où c'est un peu intéressant. C'est qu'en termes d'arrivée, on a Sinayoko, on a Pablo Pagis. Et rien que pour les deux, les copains, je vous dis, ça donne envie. Bon, on continue avec Zabi de Reims, avec Coppola qui était en transfert définitif, mais donc voilà, pareil pour Coleocho. Bamba qui est prêté, qui arrive du Paris Saint-Germain. Bon, après on a les retours de prêt, mais arrêtez 2 secondes dessus. Mais les gars, Sinayoko, Pagis, c'est 2 joueurs très clairement, supporters de l'OM. Dis-nous, Amine DZ, si t'es d'accord. Mais les deux, moi je les aurais bien pris à l'OM cette saison, hein. Très clairement, très clairement. Donc on est quand même sur 2 joueurs importants de Ligue 1. Alors je te dis pas des valeurs sûres forcément, même si Sinayoko, il y a quand même un peu de garantie. Mais les deux la saison dernière font 2 très bonnes saisons, à plus de 10 buts pour les deux. Moi par exemple, ce type d'achat devant, performant sans être non plus ultra clinquant, et t'as pas dépensé non plus une fortune pour les deux. Moi je trouve que ça pour le coup c'est plutôt bien recruté. Peut-être que je me trompe, hein.
Schwab Sonic Citron qui nous dit on est d'accord, mais cet effet Arnaud Paris, on le verra peut-être dans 2-3 ans, sauf qu'aujourd'hui le PFC a pour l'instant 10 ans de retard sur Rennes. 10 ans, je sais pas non plus. Et pour Rennes et Pinot, ont souvent pris du retard sur le développement de leur club. Pourtant, ça me semble encore léger. Pagis, je comprends. Attention, Pagis, il a encore besoin de passer un cap, mais ça rappelle un peu le cas Le Pôle. Oui, mais alors, je partage une partie de tes trucs, hein. Sauf les 10 ans de retard, non, quand même. 10 ans de retard, t'abuses. Parce que non plus, on peut pas dire que Rennes a tout validé, a tout bien fait depuis 10 ans, quoi. Donc, à la limite, si tu me disais que tu me disais 3-4 ans d'avance, oui, si tu veux, mais 10 ans, non, ça me paraît excessif. Par contre, là où on va quand même être clair, bien sûr que Pagis, il va falloir qu'il passe le cap. Et ça, c'est pas du tout dit. On n'a pas de garantie véritablement sûre et certaine que Pagis, du côté du Paris FC, ça fonctionne. Mais, je l'ai dit, moi, j'aurais bien aimé à l'OM. Et à l'OM, il aurait une pression énorme, directe. Là, du côté du Paris FC, on n'est pas sur une pression incommensurable. Yacine Sinayoko, qui passe d'Auxerre à Paris FC. Pour être clair, sans faire mal à Aurélien qui intervient souvent sur cette chaîne, le Paris FC, en 2026-2027, c'est au-dessus, on a dit en termes de budget et même en termes de qualité d'effectif, c'est au-dessus d'un Auxerre, le Paris FC. Forcément, j'ai envie de te dire que il passe un cap, Yacine Sinayoko, en étant transféré au Paris FC, mais sans être non plus le gap ultime. Et c'est un club qui se veut ambitieux, avec un projet, qu'on le veuille ou non, qui peut être quand même un minimum crédible. On va parler aussi du choix de l'entraîneur qui a été fait, mais il y a des choses qui sont tentées. Et dans ce qui est tenté, aller tenter des joueurs qui ont été bons en Ligue 1 la saison dernière, mais pour lesquels on n'a pas encore toutes les garanties, et de les faire progresser avec un entraîneur comme Rosseignor, ouais, sans déconner, je trouve pas ça con. Je trouve pas ça con du tout. Et tu prends l'exemple d'un Le Pôle, je sais pas si les deux pourront arriver à faire de belles saisons comme ça serait magnifique pour eux. Mais Pablo Pagis, moi je trouve que pour la progression, passer de Lorient au Paris FC, je trouve ça cohérent. Et pour Sinayoko, c'est pareil. Maintenant, il n'y a pas que ces deux joueurs-là. Mais quand tu regardes le 11 un petit peu aligné, bon, on est quand même sur un 11 qui tient la route. Parce que on peut parler de Pagis et Sinayoko qui est un petit peu la tête de gondole, voilà, je cherchais, du recrutement du Paris FC, mais dedans, tu as encore des joueurs un minimum de qualité. Kevin Trapp, on pouvait se poser des questions l'été dernier en disant ouais, est-ce qu'il n'est pas cramé, machin. Bon, je vous dis pas qu'on a Kevin Trapp prime, mais on a un gars qui, pour faire top 10 de Ligue 1, je vous le dis, il est large, hein. Il a encore l'âge. Et son remplaçant, Nkambadio, je crois que je le dis bien, pour moi, les deux font la paire, en fait. Le duo, pour moi, ça se gère bien. Pour le reste, la défense, Coppola avec Embo, je suis plutôt, je dis pas enchanté, mais je trouve ça plutôt intelligent. Camara et Sangui sur les côtés, ça me paraît tenir la route. Et à partir du milieu de terrain, on a dû un peu plus clinquant parce que ça soit Matondo, recruté l'hiver dernier à Auxerre, qui doit lui aussi passer un cap cet été, cette saison. Lesmelou, qui est une valeur sûre. Et après, la ligne de 3, Kebal, Pagis, Coleocho et Sinayoko en pointe. Désolé, mais pour moi, c'est quand même du haut niveau, hein. Et ça peut, pour moi, largement atteindre le top 10. Maintenant, il y a un truc. Il faut que tu fasses véritablement l'amalgame dans le groupe. Truc important, avant de parler de Rosseignor, parce que c'est lui qui va être aussi un peu en charge de ça, arriver à trouver la bonne formule et tactique et même mentale, en fait, pour préparer cette saison-là. Il y a une bonne partie de l'effectif qui est resté. Et quand on pense à ça, on pense à la fin de saison dernière. Alors ok, vous allez me dire, c'était avec un autre coach. Pas de problème, c'était avec Comboiré. Comboiré a fini la saison. Mais de l'autre, on peut quand même se dire que ça a terminé un peu sur une bonne dynamique. Même pas qu'un peu, sur une vraie bonne dynamique côté Paris FC.
Tant et si bien que s'il restait 5-6 matchs, vous pouvez limite te dire qu'ils auraient pu se rapprocher de la ligne de Coupe d'Europe, justement, dont on pose la question ce soir. Donc, la dynamique, elle est plutôt bonne sur la saison dernière. Et ça peut aussi avoir son importance dans la saison du Paris FC. Amine DZ qui nous dit ah bah bien sûr il aurait pas fait tâche à l'OM. Ah bah oui, on est d'accord. Voilà, on est d'accord. On parle de la même chose. Schweppes qui nous dit bah Rennes a 10 ans d'avance sur la formation pour l'instant, sur son prestige récent, sur le club installé dans le top 7 de Ligue 1 depuis 10 ans. Centre de formation, d'accord, c'est pour ça que je dis les 3-4 ans. Par contre, pour le reste, installé dans le top 10, ouais, mais pour y faire quoi hein? C'est très bien, mais bon, ça y fait quoi en fait? Non, je vais développer après, puis on en parlera quand on parlera. Mais Paris FC, ça ne reste que le deuxième club de Paris, et pour l'instant, le premier passage de dimension n'est pas là. Certes, le Paris FC n'est pas encore un top 8 club français en termes d'activité. Il me semble qu'il y a 2 saisons récentes où Rennes flop et finit, je crois, 10 et 12e. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Hein. C'est-à-dire que Rennes, voilà, ces dernières années, c'est un club qui travaille bien dans l'ensemble, qui a eu des résultats. Mais on peut pas parler non plus, en fait, d'une équipe qualifiée très souvent en Ligue des Champions, ne serait-ce que ça. C'est aussi un vecteur. On n'était qu'une seule fois et pour se faire fesser, limite pire que l'OM. Ces dernières saisons, je veux pas être méchant, mais Rennes en Coupe d'Europe, ça existe pas en Ligue des Champions, ça n'existe pas. Et en Coupe d'Europe, oui, il y a la belle performance. C'est quoi? C'est un huitième de finale contre Arsenal, c'est ça, la belle épopée. Mais sinon, depuis, compliqué. Donc, oui, c'est un club qui est plus compétitif. Bien sûr, je vais pas te l'enlever, t'as raison, que le Paris FC. Sur la formation, aucun problème. La formation rennaise, c'est un plus. Ça fait une vingtaine d'années que c'est le cas. Donc, sur ça, l'avance, elle est là. Par contre, sur le reste, pas dire. Hein, je te rappelle qu'il y a encore un an, ils allaient chercher Seko Fofana en lui donnant un salaire complètement dingue. Donc, bon, voilà. Ça va chercher des joueurs aussi qui sont généralement un peu à la peine. Ça va rarement chercher des top players déjà confirmés. Donc, on n'est pas sur une équipe qui dose le Paris FC, hein, vraiment. Hein. Je les vois, sans faire de spoiler, je les vois au-dessus du Paris FC, le Stade Rennais, mais je les vois pas non plus avec une marge dingue. Hein. Attention à pas surestimer les Rennais. Mais bon, après, en termes d'attractivité, oui, bien sûr, le Paris FC va être un peu moins attractif sportivement parce qu'il y a plus de références à Rennes. Par contre, tu m'enlèveras pas l'idée que même si c'est le deuxième club de Paris, ça reste quand même le club de la ville de Paris. Donc, ça va être au-dessus en termes d'attractivité que Rennes. Désolé. Les Champs-Élysées, ça sera toujours mieux que le Roison Park ou le stade de la Route de l'Orient. Je vous rappelle que c'était le nom du stade de Rennes il y a encore pas très longtemps. Donc, bon, en termes d'attractivité de la ville, je l'ai dit, Paris, il n'y a pas de débat en fait. Et que tu joues au Paris FC tu joues au PSG, ça change rien. Ah, l'attractivité de la ville, quand tu vas te balader, quand tu vas pas jouer et que tu es en famille ou t'es à Paris. Donc l'attractivité, non. Là pour le coup, déconnons pas, ne ramenons pas tout à l'argent, parce que évidemment il n'y a pas que l'argent, mais les 130 millions de budget, c'est pas rien. C'est pas rien. Et on a commencé un peu à en parler parce que on a évoqué les mouvements au mercato, mais l'effectif, quand on le regarde de plus près, c'est pas mal hein, quand même. Hein. C'est quand même pas mal, hein, parce que je l'ai dit, donc Nkambadio, je l'ai bien dit, avec Trapp, bah, ça reste 2 gardiens plutôt fiables pour la Ligue 1, là où tu as quand même certaines incertitudes dans certains clubs. Je pense principalement à Brest, dont on a parlé tout à l'heure. Brest, Couder qui est parti, nouveau gardien qui arrive, 29 ans, norvégien, qui était à Watford. Moins de garantie, par exemple. Là, tu vois. Là ces deux gardiens-là, pour moi, oui, sans être la meilleure paire forcément, je dis pas, hein, mais c'est quand même plutôt performant et ça me paraît crédible pour aller chercher cette fameuse qualification en Coupe d'Europe ou en tout cas un top 10 tout au moins. Pour les défenseurs, Diego Coppola, ça reste un joueur intéressant venant de Brighton. Bon, Otavio, on est quand même un peu moins hypé parce qu'on a vu la saison dernière, c'était pas dingue.
Mbo, intéressant. Chergui, pareil. Corée, bon, j'attends de voir un petit peu plus. Sangui, on l'a dit tout à l'heure, très bon arrière gauche, très intéressant. De Smet, je sais pas s'il sera encore là, mais plutôt intéressant aussi. Et puis après, Amari Traoré, on aime beaucoup. Je sais pas s'il sera encore titulaire cette saison, mais j'aime beaucoup ce joueur. Mais défensivement, on le voit les gars. Que ça soit Chergui, que ça soit Coppola, que ça soit Sangui, que ça soit Amari Traoré, ouais, pour moi, il y a quand même de la qualité, hein, les copains. Il y a vraiment de la qualité côté défenseur du Paris FC, là où tu as d'autres clubs dans ces environs-là qui sont pas forcément dans ces stratosphères, dans cette catégorie. Stratosphère, on va oublier, dans ces catégories-là. Alors, on a Eric Montana qui nous dit bonne saison à vous, je vous souhaite le top 7 supporter du Paris SG. Bah écoute, je sais pas, hein, mais je pense qu'il y a moyen d'être optimiste et plus optimiste que la saison dernière pour le Paris FC, Eric Montana. Donc pour les milieux, là aussi on a aussi quand même de la qualité. Donc Maxime Lopez, Pierre Lesmelou, Adama Camara, Rudy Matondo, Vincent Marchetti et Patrick Zabi, qui est aussi la recrue importante de cet été côté Paris FC, et preuve que, tu vois, Schweppes, il n'y a pas que du clinquant. Ils n'ont pas été que sur du clinquant avec la recrue Zabi. Donc maintenant, on verra si c'est pas un pari pour l'avenir parce que c'est cher, mais par exemple quand on regarde l'équipe probable, il n'est pas annoncé en titulaire, mais ça fait partie des joueurs intéressants qui sont arrivés encore une fois cet été du côté du Paris FC. Donc il y a quand même de la qualité, hein. Je le répète, mais Maxime Lopez, Lesmelou, Camara, Zabi, Matondo, Marchetti, je vous le dis, il y a quand même de la qualité là-dedans. Il y a quand même 2-3 joueurs quand même pour bien jouer au ballon. Et cette équipe ne jouera que la Ligue 1 cette saison. N'oublions pas ça. Et milieu, c'est sympa. Et même niveau attaque, les copains, je vous dis, Pablo Pagis, Moses Simon, Ilan Kebal, Luca Coleocho, Jonathan Ikoné, Lassine Sinayoko, Jean-Philippe Crasso, Omar Sissoko. Les gars, là, on va être très honnête, hein, les copains. Bah, je vous le dis direct, il n'y a pas beaucoup d'équipes de Ligue 1 qui peuvent aligner autant de bons joueurs, hein. Vraiment, là, c'est pas juste pour sur-hyper le Paris FC, mais devant, je répète, hein, Pablo Pagis, on a parlé tout à l'heure, mais sacré prospect c'est même plus un prospect parce que 23 ans, voilà, maintenant. Bon, vous trompez pas, il y a marqué club précédent, la Roma, je sais pas. Alors, il est un peu surchauffé, hein. Donc, bien évidemment, c'est Lorient. Moses Simon, Ilan Kebal, Luca Coleocho, Jonathan Ikoné, Lassine Sinayoko, Jean-Philippe Crasso, Omar Sissoko. Je répète, avec ça, tu peux même peut-être, si ça tourne bien, viser le top 5-6, hein. Vraiment. Donc, sur l'attaque, ça me paraît plus armé que, par exemple, d'autres secteurs où tu as encore des inconnus, peut-être défense et au milieu de terrain, comment trouver la meilleure formule, articuler tout ça. Maintenant, de la qualité, on vient de le faire. Il y a de la qualité, il y en a partout, en fait. Il y en a partout. Il n'y a pas un secteur où tu te dis, ouais, non, là, vraiment, ils sont en dèche et c'est compliqué. Et on a un entraîneur, alors oui, il est à la relance. Parce que sa dernière expérience, c'était pas bon. Mais on a un gars, quand même, comme Yann Rosseigneur, qui est en tête du projet, hein. Donc Rosseigneur, on a pu voir des choses quand même intéressantes, hein, pour lui du côté de Strasbourg. Alors bien sûr, ça n'a pas du tout marché à Chelsea. Pas de problème, ça on a tous vu. Il est resté moins de 3 mois, non un peu plus de 3 mois. Cata. Mais n'empêche que Rosseigneur du côté de Strasbourg, on était enthousiasmé parce qu'on a vu. Donc bon.
Amine DZ qui me dit, je me demande quel rôle aura Chergui l'année dernière. Il a toujours été très solide, que ce soit en centrale, à droite ou même en 6. Il va continuer de jouer. Hein. Chergui, pour moi, je sais pas où il sera, mais oui, t'as raison, il fait une excellente saison et je pense pas que Rosseigneur va s'en priver. Je pense pas. Eric Montana qui nous dit, première journée, vous devez taper 3 le promu pour faire direct un bon départ. On va en parler, mon copain. On va parler de ce début de saison. Là, on parle juste un petit peu de Rosseigneur. Et juste pour Rosseigneur, je vous l'ai dit, entraîneur intéressant du côté de Strasbourg. Alors, il avait déjà fait des trucs intéressants à Derby et Hull City, mais nous, on l'a vraiment découvert. Peut-être si vous êtes fan de Championship, vous l'aviez avant. Mais moi, perso, je l'ai découvert à Strasbourg comme beaucoup. Entraîneur assez attachant en plus, avec une mentalité à demander vraiment beaucoup de sens collectif à ses équipes, plutôt proactif, et pas une équipe qui attend derrière et juste qui attend en phase de transition. Non, un jeu intéressant. Donc pour moi, Rosseigneur, ça peut coller avec cette ambition de faire top 8 pour le Paris FC et même voir se qualifier pour une Coupe d'Europe. Hein. C'est compatible. L'année dernière, on était avec Stéphane Gilly. Hein. Alors, j'ai rien contre Stéphane Gilly, mais je l'ai dit hier quand on a parlé d'Angers, c'est pas les mêmes garanties. Là, on a quand même un mec qui a fréquenté le haut niveau, la Coupe d'Europe. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc, pour le Paris FC, pour moi, ça peut jouer aussi. Est-ce que ça va matcher, comme nous dit Amine DZ? C'est une vraie question. Parce que lui, je le dis, il est à la relance. Hein. Ça n'a pas du tout marché. On se rappelle, nous, encore plus de la double confrontation contre le Paris Saint-Germain où Chelsea a complètement explosé en plein vol avec une double confrontation perdue, je sais plus combien, c'est 8-2 je crois sur l'ensemble des deux matchs, je sais plus, enfin 9-2, une démonstration sans commune mesure. Bon, là il est dans un projet qui est plus adapté, avec, on l'a dit, un effectif de qualité. Donc, il y a des chances pour que ça puisse matcher Rosseigneur avec le Paris FC. Maintenant, on va être très très clair. Hein. Il est très attendu. Donc, ça veut dire que, comme nous le disait Eric tout à l'heure, le début de saison va être pas crucial parce que il est là pour plusieurs saisons. Hein. Il n'a pas signé que pour une saison. Je vous remontre ça. Il est là jusqu'en 2028, donc il a signé 2 ans. Donc même si ça commence mal, normalement il va pas se retrouver dehors s'il y a une mauvaise série. Mais Eric, je le répète, nous l'a dit tout à l'heure, première journée, tu vas jouer 3. Tu vas jouer 3 qui, je spoile plus rien, mais les copains, moi je vous l'ai dit, 3 pour moi c'est avant-dernier. C'est avant-dernier de Ligue 1, ça redescend, ça nous fait l'ascenseur. Donc, tu joues contre 3 ton premier match. Occasion peut-être de prendre 3 points directement, sans faire mauvais jeu de mots. Voilà. Derrière, tu reçois Nice. Nice, une équipe bosse sur la tête, qui sait pas trop où ça va, une saison un peu à la relance. On a prédit ici une saison pour les Niçois à la 12e place, donc plus confortable que la saison dernière, mais on parle pas d'un outsider attitré. Donc tu joues Nice pour ton premier match à domicile. Ça peut coller. Après, tu te déplaces à Marseille. Alors oui, vous allez me dire, ah ouais, déplacement au Vélodrome, compliqué, machin. Bon, le Vélodrome, on sait pas du tout cette saison. On sait pas ce que ça va donner. Donc, on sait pas. Tu peux peut-être arriver à gratter un match nul dans ce match-là, voire même mieux si ça te sourit. Mais bon, c'est pas un match sur lequel tu es le mieux. Derrière, tu reçois Lyon. Pareil, gros cylindré. À domicile, tu peux peut-être espérer quelque chose pour ce match-là, mais tu seras peut-être pas favori non plus. Et derrière, tu reçois Strasbourg, une équipe, dont on va parler un peu plus tard dans les focus, mais avec lequel tu vas boxer, vous allez boxer dans cette catégorie-là, que ça soit Paris FC ou Strasbourg. Ces deux clubs-là sont, on va dire, à peu près au-dessus du top 10, proche des places européennes. Donc, tu vas jouer contre une équipe avec laquelle tu vas vraiment lutter pendant la saison. En tout cas, selon ma sensibilité. Donc, le match contre 3, ça peut te faire 3 points. Contre Nice, 3 points.
Contre Marseille, tu peux gratter 1 point, 17 points. Contre Lyon, tu peux gratter aussi 1 point, sachant que tu es à domicile, 8 points. Et contre Strasbourg, match un peu de la bascule pour le 5e match, tu viens gagner, ça te fait 11 points. Alors, ok, c'est très vite vu, c'est vu d'un revers de main, mais ce que je viens de vous dire, c'est pas complètement dingue. Battre 3 et battre Nice pour les 2 premiers matchs, pas fou. Faire match nul contre Marseille à domicile, enfin à l'extérieur plutôt, et Lyon à domicile, début de saison, rodage et tout ça, incertitude du côté de l'OM, pareil un peu aussi côté Lyon, on sait pas trop à voir. Et derrière, tu joues Strasbourg, le match un peu de la bascule chez toi pour la 5e journée. Je vous dis, ça peut se terminer par une victoire. Et là, tu te retrouves avec 5 journées, 11 points. Là, la fameuse dynamique positive, elle est créée. Alors, peut-être que je le vois peut-être trop positif pour le Paris FC. Et peut-être que premier match contre 3, tu le gagnes pas. Donc là, déjà, ça te met un premier coup. Et si derrière, tu vas pas enchaîner non plus par une victoire contre Nice, bien sûr, ça risque d'être compliqué. Et là, la fameuse bonne dynamique dès le départ que pourrait lancer Rosseignor, peut-être plus difficile pour arriver à la sentir. Maintenant, on va être clair, les matchs amicaux, c'est pas GG. Hein. C'est pas GG. Hein. Premier match, ok, victoire contre Reims, une Ligue 2. Mais derrière, match nul contre Como. Bon, ça c'est pas mal quand même, parce que Como est une équipe qui, rappelons-le, est qualifiée pour la Champions League cette saison en Serie A. Donc pas n'importe qui, top 4 de Serie A. Tu fais 2-2. Premier point, bon, ça reste quand même un point positif. Match nul après derrière contre Stuttgart, de partout. L'équipe de Bundesliga, pareil, plutôt compétitive, intéressant. Mais derrière, tu prends un 4-0 contre Mayence. Ça, par contre, ça commence à faire tâche. Et derrière, tu perds contre Angers 3-2. Et dans tous ces matchs-là, bah, vous avez, je pense, même comme moi, si vous n'avez pas des facilités en mathématiques, vous avez vu quand même que ça fait beaucoup de buts. Et que sur les 4 derniers matchs, on a 2, plus 4, plus 3. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait 11 buts encaissés sur les 4 derniers matchs. Ça fait quand même un peu beaucoup. Donc, la défense me semble pas encore, pour l'instant, super rodée. Donc ça pourrait peut-être contrarier les plans du Paris FC pour ce début de saison. Parce que, évidemment, on s'en doute, tu as besoin, bien sûr, de ton attaque, mais tu as aussi besoin de ta défense. Donc là, ok, sur le papier, les 2 premières journées, tu peux faire un 2/2 avec 6 points. Mais règle tes problèmes de défense, hein, parce que là, sinon, ça va vite être problématique. Alors, Eric qui nous dit Rosseignor nous a bien réussi en 8e de finale. On l'aime bien au Paris Saint-Germain. Bah oui, tu m'étonnes. Ça a été plutôt positif. Schweppes, Tony Citron, si cet effectif reste le même, un top 7 serait déjà un exploit. Ouais, ok, j'ai compris. Hein, Schweppes, toi, tu les vois vraiment top 10, pas plus, comme tu as dit en début de débat. Après, t'es logique, hein, t'es cohérent. Hein. Amine DZ qui nous dit le fait d'être allé à Chelsea en cours de saison n'a pas été une bonne décision. Il montrait de belles choses à Strasbourg. Je pense que ça fait 7 à 9 points. Je sais pas. Alors, le 7 à 9 points, je ne l'ai pas. C'est sûrement sur un truc que j'ai dit, mais j'ai dû oublier. Désolé. Mais par contre, le fait d'être allé à Chelsea, oui, en cours de saison, ça a été une très mauvaise chose. Très, très mauvaise chose. Enfin, et pour Strasbourg, qui a perdu sa dynamique, et puis alors pour Chelsea, c'est pareil. Maresca, ok, c'était peut-être pas dingo le début de saison, mais il restait quand même dans le haut du tableau. Alors, au final, pour finir la saison comme ils l'ont terminé, aucun intérêt. Alors vraiment, zéro intérêt. Eric Montana qui nous dit Strasbourg a beaucoup vendu, comme c'est fort et ça peut aller loin et laisser. On va en parler d'ailleurs. On va en parler dans les prochains jours. Là, on termine nos petits focus, mais on va faire aussi 2-3 petits focus sur des clubs européens et se positionner un peu avant le début de la saison pour voir où est-ce qu'on les voit dans leur championnat respectif. Là, on termine juste la Ligue 1, mais tu as raison de le préciser, comme c'est fort. Et de partout, c'est un bon résultat contre eux. C'est un bon résultat. Mais, voilà, on est quand même obligé de préciser que c'est
c'est un match nul, donc tu t'engranges pas énormément de confiance pendant ces matchs amicaux. Autre petite info, donc le stade Jean-Bouin, bon, on commence à s'y faire, hein. Si c'était normalement pour les Parisiens, vous savez, c'est un stade de rugby à la base. Enfin, moi perso, je l'ai toujours connu comme ça. Maintenant, truc à préciser, dans les tarifs, le prix des places, ok, on aime bien le 10 €. À partir de 10 €, donc ça veut dire que pareil, pour certains matchs, tu peux aller voir ta place pour 10 balles. Plutôt propre. Par contre, on valide pas le 165, hein, les copains. Alors je comprends, c'est les Arnaud, hein. J'ai bien compris, j'ai bien entendu, il faut rentabiliser le truc, on n'est pas là pour du foot populaire. Ok, pas de problème, les copains. Par contre, 165, alors pareil, hein, à chaque fois, c'est pour les grosses échéances, un Paris FC, Paris SG, c'est 165 balles. Franchement, je les mets pas, quoi. Je les mets pas. Donc, bon, le 10 balles, on aime bien, parce que ça permet aussi aux Parisiens, ils ont beaucoup de choses pour se divertir, mais n'empêche que ça permet, dans un stade, alors pas en plein cœur de Paris, parce que le stade Jean-Bouin, c'est pas dans le cœur de Paris, mais ça reste quand même un club de Ligue 1 où tu peux aller voir pour certains matchs ta rencontre de Ligue 1 pour 10 balles. C'est bien, mais comme je le dis, 165 pour moi, non. Et on a tout un tas de clubs, de petits clubs de Ligue 1, donc plus petits que le PFC et ce que veut faire devenir le PFC, mais qui pratiquent des tarifs beaucoup plus petits. Voilà, hein, la crise, c'est pour tout le monde, donc ok, c'est valable pour les clubs de Ligue 1, mais c'est aussi valable pour les supporters, donc je la place, le 165 balles pour la place, pour un match de Ligue 1, ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu. Maintenant, je vais pas faire mon populiste à 2 balles, mais c'était quand même à préciser. Et vu qu'on le dit, on parle pour tout le monde de ce petit détail. Voilà. Bon, on arrive à la fin du débat. Il va falloir forcément se positionner, hein. On a parlé du Paris FC, plutôt en bien. On a dit que ça visait pas le maintien au-dessus, que c'était, on va dire, allez, même, on a plutôt été dithyrambique pour un top 10. Moi, j'ai quand même parlé peut-être de Coupe d'Europe. Donc, c'est le moment un peu de donner le verdict après une quarantaine de minutes de débat. Bah, écoutez, moi, les copains, après avoir retourné un peu le tout, avoir pris le pour, le contre, et même là, en continuant de parler avec vous et d'avoir fait le débat avec vous, Paris FC, pour moi, c'est 8e. Donc, ça peut viser la qualification en Coupe d'Europe. Ça peut espérer, mais pour moi, ça finira pas plus haut que la 8e place. Et ce qui serait déjà un bel exercice, hein. Je rappelle, l'année dernière, ça finit pas à la 8e place. Donc, moi, je les vois terminer 8e. Donc, le maintien, bien évidemment, vite assuré. Le top 10, je pense que le Paris FC va naviguer dans cette zone-là et va plutôt terminer dans le haut dans la partie haute du milieu de classement. Donc à la 8e place, je les vois terminer. Donc bien au-dessus de toutes les équipes dont on a parlé depuis tout à l'heure, depuis le départ. Donc au-dessus des Angers, des Le Mans, de Troyes, de Auxerre, de Nice, de Brest, voilà, du Havre, de tout le monde, mais encore un poil de gap pour la fameuse qualification en Coupe d'Europe. Maintenant, attention, on l'a dit à plusieurs reprises dans le débat, s'il vient y avoir 2-3 recrues pendant le mercato qui sont intéressantes, les copains, on pourra peut-être rehausser cette 8e place. Mais là, au 17 août, quand on fait le débat, pour moi, 8e place, je pense que c'est le classement le plus réaliste qu'on peut mettre pour nos copains du PFC. Alors, Amine DZ qui nous dit, je les vois plutôt haut, donc 7 ou 8. Ouais, 7 ou 8. Tu vois, 7 ou 8, on est dans les mêmes eaux. Bon, on avait Schwab Tony Citron qui nous disait depuis tout à l'heure top 10 max. Donc, plutôt, allez, 9/10e pour lui, donc un poil en dessous de ce qu'on a dit, Amine. Dis-nous, Eric, toi qui as participé au débat, si tu les vois
8, 7e, 6e ou plus bas. Mais je pense que c'est le classement raisonnable du Paris FC. Maintenant, on le répète à chaque fois, il peut y avoir la surperformance. L'équipe qui surperforme et donc derrière, la 8e place, c'est sur les forces en présence, c'est ce qu'on a comme info, vu la concurrence aussi. Mais attention, hein, là, on a parlé de cette fameuse série de début de championnat. Si tu débutes par ces fameux 11 points dont on a dit qu'ils sont pas si incroyables que ça, on parle pas d'exploits complètement inconsidérables dans ce début de championnat, tu peux prendre la confiance et peut-être arracher la 7e ou 6e place. Hein. C'est pas impossible. Mais pour moi, je pense qu'on s'arrêtera à une 8e place pour le Paris FC. Mais on va en parler. Et puis, largement se tromper, hein, comme d'habitude. De toute façon, la vidéo, elle est là. On pourra la reprendre en fin de saison. Et c'est un peu le but aussi de faire tous ces débats. C'est pour qu'à la fin de saison, on se confronte un peu avec ce qu'on avait dit, les tendances. Et si au contraire, on était dans le vrai ou en plein dans la saucisse. Voilà. Voilà les copains. Amine DZ qui nous dit lâchez le like. Merci. Et oui, allez-y, likez, commentez, partagez. Je vous le dis à chaque fois. Et Amine, écoutez-le. Eric qui nous dit c'est combien de budget le PFC? 130 millions, donc un riche de Ligue 1, on peut dire. Ouais, c'est 130. Je te redonne le budget, c'est 130 millions. Et on rappelle, hein, l'année dernière, c'est 11e. Donc, si ça termine 8e, c'est une très bonne saison pour le PFC. Maintenant, rien ne les empêche d'être encore plus ambitieux. Mais 130 millions, tu l'as dit, c'est un budget important. Tu nous dis 6e budget. Écoute, je les ai pas listés, mais ça serait pas déconnant. Ça serait pas déconnant qu'il soit 6e budget de la Ligue 1. Donc, bien pour ça que le fameux top 10 dont on parlait tout à l'heure, ouais, pour moi, ils peuvent viser plus haut. Et attention, le mercato n'est pas terminé. Donc, on peut avoir en plus une petite surprise, un petit joueur frisson qui peut débarquer d'ici la fin de mercato et qui peut, on va dire, rehausser, on va dire, le niveau d'exigence qu'on pourra avoir pour le Paris FC. Donc, 8e place pour moi maintenant. On verra bien, en tout cas déjà à la fin du mercato, si le PFC s'est renforcé ou non. Mais si ça reste là-dessus, ouais, comme tu as dit à peu près, Eric, 6e budget, donc on est dans ces eaux-là. Donc 8e place, c'est plutôt cohérent. Voilà les copains, je vais m'arrêter là pour ce petit débat Paris FC. On a fait un peu plus que d'habitude, 45 minutes. Voilà, je pense qu'on a bien balayé tous les axes pour cette saison 2026-2027 du Paris FC. Donc le live va être dispo en replay, donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Même après les débats, on répond aux meilleurs commentaires, donc n'hésitez pas. Le débat va être aussi dispo dans quelques minutes en podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, toutes les plateformes. Donc allez-y. Et là aussi, vous pouvez vous abonner, vous commenter, liker, partager, mettre des notes. On a besoin de ça, c'est ce qui nous fait grandir aussi sur les podcasts et sur les charts. Qui plus est, dans quelques temps, peut-être, on pourra concurrencer les meilleurs shows football. En tout cas, l'objectif, c'est de continuer à parler football. Donc, allez-y, les gars. On a besoin de votre force et de votre soutien. Donc, on compte sur vous. Et puis, si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'OFC Copains, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant l'été 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.